Pendant le dîner, papa a hurlé, « Tu es égoïste, ta sœur est bien meilleure que toi. » J'ai simplement souri et dit, « Bien. Alors j'arrête de payer son loyer. » Un silence s'est abattu sur la pièce, jusqu'à ce que papa réalise ce que je voulais vraiment dire. Je m'appelle Audrey Wilson et j'ai 32 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai été la responsable, la travailleuse acharnée, celle qui a toujours dû faire 2 fois plus d'efforts pour obtenir la moitié de la reconnaissance dans ma famille. Ce soir-là, au country club, lorsque mon père m'a traité d'égoïste devant tout le monde tout en faisant l'éloge de ma sœur, Vanessa, quelque chose en moi a finalement craqué. Après des années de sacrifices silencieux, j'ai dit ma vérité, et l'expression sur son visage valait chaque seconde du silence inconfortable qui a suivi. Avant que je ne vous raconte comment j'ai finalement pris ma défense après des années à être qualifié d'égoïste, faites-moi savoir d'où vous regardez et appuyez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà été sous-estimé par votre famille. J'ai grandi à Oak Brook, une banlieue confortable de la classe moyenne juste à l'extérieur de Chicago. Notre quartier était le genre de lieu avec des pelouses impeccablement entretenues, des barbecues de quartier et une compétition tacite pour savoir quels enfants étaient les plus accomplis. Dans notre foyer, ce trophée non officiel revenait toujours à ma sœur cadette, Vanessa. Dès le début, mon père, Harold, ne cachait pas son favoritisme. Vanessa est née quand j'avais 3 ans, et d'après ce que ma mère m'a dit des années plus tard, papa avait toujours voulu une deuxième fille avec plus de personnalité que sa sérieuse première-née. Vanessa a certainement répondu à cette attente avec sa nature extravertie et sa capacité à charmer les adultes dès son plus jeune âge. Vanessa n'a jamais rencontré d'inconnus, se vantait mon père lors des rassemblements de quartier, pendant que je me tenais tranquillement à ses côtés, invisible, dans l'ombre rayonnante de ma sœur. Ma mère, Diana, essayait d'équilibrer les choses, mais elle était l'archétype de la pacificatrice. Plutôt que de confronter le favoritisme évident, elle me prenait à part après des incidents particulièrement blessants et me chuchotait, « Ton père t'aime aussi, Audrey. » Il le montre simplement différemment. En grandissant, j'ai réalisé que ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était qu'il le montrait moins, voire pas du tout. Le contraste dans la façon dont nous étions traités était saisissant. Quand j'étais constamment au tableau d'honneur tout au long du collège, mes réussites ne méritaient qu'un bref, bon travail, de la part de mon père. Mais quand Vanessa a décroché un petit rôle dans la pièce de l'école, il lui a acheté des fleurs et a emmené toute la famille célébrer dans un restaurant chic du centre-ville. « Ta sœur a l'étoffe d'une star », a-t-il expliqué quand j'ai remis en question cette disparité. « Les études sont faciles pour toi, donc ce n'est pas aussi impressionnant. » Rien n'était facile pour moi. J'étudiais jusqu'à minuit la plupart des soirs tandis que Vanessa papillonnait entre les passe-temps et les événements sociaux. Mais dans notre maison, l'effort était invisible comparé au charme naturel. La dynamique a changé de manière encore plus radicale lorsque nos parents ont divorcé pendant ma première année de lycée. J'avais 16 ans, concentré sur le maintien de mes notes tout en gérant l'éclatement de la famille. Vanessa, à 13 ans, est devenue ce que mon père appelait son « soutien émotionnel » pendant la séparation. Tandis qu'il s'appuyait sur elle, on attendait de moi que je sois autonome, la forte qui n'avait pas besoin de réconfort. Après le divorce, les visites du week-end sont devenues une autre arène où le déséquilibre se manifestait. Mon père planifiait des sorties élaborées pour Vanessa tandis que j'étais laissé à moi-même pour m'occuper dans son nouvel appartement de célibataire. Si j'exprimais la moindre déception, il me qualifiait de difficile ou impossible à satisfaire, par rapport à ma sœur facile à vivre. L'université a présenté de nouveaux défis. J'avais travaillé à temps partiel tout au long du lycée pour économiser pour les frais de scolarité, m'attendant à un certain soutien parental. Au lieu de cela, on m'a dit que je devais être indépendante et me forger un caractère grâce aux prêts étudiants et aux emplois étudiants. Pendant ce temps, Vanessa a reçu un soutien financier complet le moment venu, mon père couvrant ses frais de scolarité, son appartement et même une voiture. Son explication était que Vanessa était plus délicate et avait besoin de ce soutien pour s'épanouir. J'ai financé mes études à l'université Northwestern, travaillant 30 heures par semaine dans un café local tout en maintenant une moyenne de 3,8 en marketing. Ces années ont été un flou d'épuisement, de détermination et de ressentiment grandissant alors que je regardais Vanessa abandonner 3 universités différentes, mon père continuant à financer chaque nouveau départ. L'université n'est pas pour tout le monde, disait-il, défendant son dernier abandon d'études. Vanessa est créative. Elle a besoin de trouver sa voie. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste de premier échelon dans une agence de marketing respectée à Chicago. Par pure détermination et des semaines de travail constantes de 80 heures,
j'ai gravi les échelons jusqu'à un poste de direction à l'âge de 30 ans. Ma réussite était le fruit de mon travail, une chose dont j'étais immensément fier malgré le tribut qu'elle a prélevé sur ma vie personnelle. Vanessa, quant à elle, avait développé une habitude de commencer des emplois de premier échelon avec enthousiasme pour ensuite démissionner en quelques mois lorsque le travail devenait difficile ou ennuyeux. Elle a enchaîné les postes de réceptionniste, d'associé de vente au détail, de professeur de yoga et d'assistante personnelle, ne restant jamais assez longtemps quelque part pour développer des compétences ou progresser. Elle passait également d'une relation sérieuse à une autre, vivant souvent avec ses petits amis jusqu'à ce que des ruptures inévitables la laissent en quête d'un logement. Pendant tout ce temps, j'ai bâti un petit cercle de personnes de confiance qui voyaient la vérité de notre dynamique familiale. Ma meilleure amie, Sophia, avait été témoin des disparités depuis l'enfance et m'offrait une oreille attentive pour mes frustrations. Ta famille te traite comme un distributeur de billets sur pattes, m'a-t-elle dit sans détour après un rassemblement familial particulièrement difficile. Ils prennent et prennent mais ne reconnaissent jamais ce que tu donnes. J'ai également trouvé de la compréhension dans ma relation avec Derek, un graphiste avec qui je sortais depuis 2 ans. Contrairement aux petits amis précédents qui avaient trouvé ma situation familiale trop compliquée, Derek a reconnu la manipulation et m'a encouragé à établir des limites. Tu ne peux pas t'immoler par le feu pour garder les autres au chaud, me rappelait-il lorsque j'hésitais à dire non à une énième demande d'aide de Vanessa. Le plus récent ajout à notre tableau familial compliqué était Brenda, la seconde épouse de mon père, de 15 ans sa cadette, et sans surprise, fermement dans l'équipe Vanessa. Dès son arrivée dans la famille, Brenda s'est positionnée comme l'avocate et la confidente de Vanessa, suggérant souvent que je devrais me détendre, ou être plus solidaire, de ma sœur en difficulté. La famille est de la famille, disait Brenda de manière significative lors des réunions de fête, ses yeux fixés sur moi chaque fois que Vanessa mentionnait sa dernière crise financière. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, ou choisissait d'ignorer, c'est que j'aidais silencieusement et constamment depuis des années. Mais la vérité sur le montant exact de mon soutien à ma sœur ne resterait pas cachée pour toujours. L'arrangement qui allait finalement conduire au règlement de compte de notre famille a commencé il y a 2 ans, lorsque Vanessa m'a appelé en sanglotant à 23h30. Son petit ami depuis 8 mois, Tyler, avait rompu avec elle et lui avait demandé de quitter l'appartement qu'ils partageaient. Le loyer était dû dans 3 jours, et elle n'avait aucune économie pour trouver un nouvel endroit. Je n'ai nulle part où aller, Audrey, a-t-elle pleuré. Papa dit que je ne peux pas retourner vivre avec lui et Brenda parce qu'ils ont transformé la chambre d'amis en salle de sport. Est-ce que je peux m'installer chez toi juste pour quelques semaines? Mon appartement d'une chambre était à peine assez grand pour moi, sans parler d'une deuxième personne avec de nombreuses affaires. Plus important encore, je tenais à mon espace personnel et savais par expérience d'enfance que vivre avec Vanessa signifiait chaos et drame émotionnel. Je ne peux pas t'héberger, mais je peux t'aider à trouver un logement, ai-je proposé à la place. Combien peux-tu te permettre pour le loyer? La réponse, s'est-il avéré, était presque rien. Vanessa avait contribué de manière minime au loyer avec Tyler, dépensant la majeure partie de ses revenus de barista à temps partiel en vêtements, sorties au restaurant et week-ends entre amis. Maintenant, elle faisait face à la réalité du marché locatif de Chicago avec presque aucun revenu et zéro économie. Contre mon meilleur jugement et les conseils prudents de Derek, j'ai accepté de l'aider à trouver un studio à Wicker Park. Le loyer était de $1 200 par mois, raisonnable pour le quartier, mais bien au-delà des moyens de Vanessa. Je couvrirai les 3 premiers mois, lui ai-je dit fermement. Cela te donne le temps de trouver un emploi à temps plein mieux rémunéré et de te remettre sur pied. Vanessa était effusément reconnaissante, promettant de mettre à jour son CV immédiatement et de chercher des opportunités mieux payées. Je l'ai même mise en contact avec des personnes dans plusieurs entreprises, utilisant des relations professionnelles que j'avais soigneusement bâties au fil des ans. 3 mois ont passé. Vanessa avait pris un poste dans une boutique de vêtements mais gagnait à peine assez pour couvrir les charges et la nourriture, sans parler du loyer. Chaque fois que j'évoquais notre accord, elle avait une nouvelle excuse. Le marché du travail était difficile. La boutique ne lui donnait pas assez d'heures. Elle avait besoin de nouveaux vêtements coûteux pour les entretiens, ou elle avait des frais médicaux imprévus. Juste un mois de plus est devenu son mantra. Je te promets que je vais trouver une solution. Un mois s'est transformé en 6, puis en 1 an. Avant que je ne m'en rende compte, je payais le loyer de Vanessa depuis 18 mois consécutifs, regardant mes propres objectifs financiers s'éloigner de plus en plus. L'acompte que j'économisais pour un appartement restait stagnant. Le programme de maîtrise que je voulais suivre restait en attente.
Les vacances en Europe que Derek et moi avions prévues étaient reportées indéfiniment. Pendant ce temps, l'Instagram de Vanessa racontait une histoire différente de celle de ses difficultés financières. Il y avait des publications de week-end dans les vignobles du Michigan, de nouveaux vêtements de créateurs avec les étiquettes encore attachées, et des repas dans des restaurants chers avec des amis. Chaque fois que je remettais en question ses dépenses, elle avait une explication toute prête. Des amis l'avaient invitée. Elle avait trouvé des soldes incroyables. Le voyage était principalement payé par quelqu'un d'autre. La ponction financière était importante, mais le fardeau émotionnel était pire. Chaque mois, transférer ces $1 200 ressemblait à un cri silencieux dans le vide. Personne dans notre famille n'était au courant de cet arrangement, pas même notre mère. Vanessa m'avait fait jurer de garder le secret, affirmant qu'elle était trop gênée pour que les autres sachent à quel point elle avait des difficultés. En réalité, elle n'en avait pas du tout, du moins pas de la manière qui comptait. Elle avait un logement gratuit, grâce à mon travail acharné, tout en maintenant le style de vie de quelqu'un gagnant 3 fois son revenu réel. Le récit familial restait frustrant et inchangé. Lors des rassemblements, mon père et Brenda parlaient de la façon dont Vanessa trouvait son chemin et faisait de son mieux, malgré les défis. Mes propres succès professionnels étaient brièvement reconnus avant que quelqu'un ne change de sujet, généralement pour quelque chose de plus intéressant que Vanessa faisait. « Tu viens au voyage familial au lac Léman cet été ?» m'a demandé mon père lors d'un appel téléphonique dominical. « Je ne pense pas que je puisse prendre de congé », ai-je dit, ce qui était partiellement vrai. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'après avoir payé le loyer de Vanessa, le mien, et essayé de maintenir une semblance d'épargne retraite, une autre dépense était hors de question. « Tu travailles trop, Audrey ?» a-t-il soupiré. « Il y a plus dans la vie que la carrière. Regarde Vanessa. Elle ne gagne pas beaucoup d'argent, mais elle sait comment vivre l'instant présent et profiter de la vie. » J'ai ravalé la réponse évidente, que Vanessa pouvait vivre l'instant présent parce que d'autres subventionnaient sa réalité. Au lieu de cela, j'ai changé de sujet, avalant mon ressentiment comme une pilule amère. Les commentaires sur mon supposé égoïsme ont commencé à augmenter. Quand je n'ai pas pu contribuer à un cadeau de groupe coûteux pour le 60e anniversaire de mon père, Brenda a tenu à dire « Je suppose que certaines personnes ont des priorités différentes », avec un regard significatif dans ma direction. Quand j'ai manqué un dîner de famille à cause d'une échéance de travail, mon père m'a envoyé un texto disant que j'étais trop concentré sur ta propre vie pour penser à la famille. L'ironie était suffocante. Je sacrifiais littéralement mon avenir financier pour ma sœur tout en étant qualifié d'égoïste par les personnes même qui n'avaient aucune idée de ce à quoi je renonçais. Derek a été le témoin direct de ma lutte, me regardant calculer et recalculer mon budget mensuel pour accommoder le loyer de Vanessa tout en maintenant mes propres obligations financières. « Ce n'est pas tenable », m'a-t-il dit un soir après que j'ai refusé un week-end à cause de soucis d'argent. « Tu lui permets de rester bloqué tout en te punissant. »« Que suis-je censé faire ?» ai-je demandé. « La laisser devenir sans-abri ?»« Elle ne serait pas sans-abri, » a-t-il dit doucement. « Elle devrait faire des choix différents. Peut-être prendre des colocataires, déménager dans un quartier moins cher, ou travailler réellement à temps plein comme la plupart des adultes. Tu ne l'aides pas en supprimant les conséquences naturelles de ses actions. » Je savais qu'il avait raison, mais des années de conditionnement familial rendaient difficile d'imaginer me défendre. Que dirait mon père? Comment cela affecterait-il ma relation déjà fragile avec Vanessa? Serait-ce la chose qui fracturerait finalement notre famille au-delà de toute réparation? Pourtant, quelque chose devait céder. J'ai essayé une approche plus douce, en rencontrant d'abord Vanessa pour un café afin de discuter d'un chemin vers l'indépendance financière. Je dois commencer à penser à mes propres objectifs financiers, ai-je expliqué avec soin. Je ne peux pas continuer à payer la totalité de ton loyer indéfiniment. Les yeux de Vanessa se sont immédiatement remplis de larmes, sa réaction fétiche lorsqu'elle était confrontée à quelque chose de désagréable. « Es-tu en train de dire que tu me coupes les vivres ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Tu sais que je ne peux pas me permettre cet endroit toute seule. Veux-tu que je sois sans abri? » Non, bien sûr que non, ai-je immédiatement fait marche arrière, me détestant pour cette faiblesse. Je pensais juste que nous pourrions peut-être créer un plan où tu prendrais progressivement en charge une plus grande partie du loyer. Elle a reniflé, s'épongeant les yeux avec une serviette en papier. J'essaie vraiment, Audrey. J'ai juste dû réduire mes heures ce mois-ci à cause de mon anxiété. Le directeur me faisait faire trop de services de fermeture, et tu sais comment ça affecte mon sommeil. Et juste comme ça,
la conversation est passée de sa prise de responsabilité à ma culpabilité d'ajouter à son stress. J'ai quitté ce café en ayant accepté de continuer les paiements complets pendant au moins 3 mois de plus. Le cycle de la complaisance s'est poursuivi, avec mon ressentiment grandissant parallèlement à mon compte d'épargne qui diminuait. Quelque chose devrait briser ce schéma. Il s'est avéré que ce quelque chose serait ma patience, poussée à sa limite par un dîner de famille de trop. Le dîner annuel de la famille Wilson au Country Club d'Oakbrook était une tradition que mon père avait maintenue depuis le divorce. Chaque année en juin, il réservait la salle à manger privée, invitait quelques amis proches et rassemblait la famille pour ce qu'il appelait une célébration de notre lien continu, malgré les changements de la vie. En réalité, c'était une occasion pour lui de montrer sa réussite et sa position de patriarche familial, avec nous tous censés jouer nos rôles assignés. À l'approche de la date cette année, mon anxiété montait. Ces dîners suivaient inévitablement le même scénario, mon père occupant le centre de la scène, Brenda souriant avec adoration, Vanessa charmant tout le monde avec des anecdotes amusantes, et moi assise tranquillement, répondant à des questions occasionnelles sur mon travail avant que la conversation ne passe à des sujets plus intéressants. 2 jours avant le dîner, Vanessa a appelé avec ce qui était devenu une urgence prévisible. « Audrey, je déteste te demander ça, mais j'ai besoin d'un service », a-t-elle commencé, sa voix prenant le ton hésitant qui précédait toujours une demande financière. Il y a cette opportunité incroyable pour un événement de boutique éphémère, mais je dois payer une table de vendeur à l'avance. Ça pourrait vraiment m'aider à lancer ma propre entreprise. Les idées d'entreprise de Vanessa étaient devenues une succession de projets avortés. Le mois dernier, c'était de devenir styliste personnel, avant cela, lancer un blog sur le bien-être. Aucune de ces entreprises ne s'est jamais concrétisée au-delà de la phase d'enthousiasme initial, et certainement, aucune n'avait produit de revenus. « De combien as-tu besoin ?» ai-je demandé, ajustant déjà mentalement mon budget pour le mois. « Juste $300, a-t-elle dit rapidement. L'événement est ce week-end, et je pourrais récupérer le triple de ce montant si je vends ne serait-ce que la moitié de mon inventaire. « Quel inventaire ?» ai-je demandé. « Je ne savais pas que tu avais des produits à vendre. » Eh bien, je dois acheter quelques trucs à revendre, a-t-elle admis. Mais j'ai fait toutes les recherches. Fais-moi confiance, ça va être différent. Contre mon meilleur jugement et le son imaginaire du soupir désapprobateur de Derek, j'ai transféré l'argent. Bonne chance, ai-je dit. J'espère que ça marchera. Le soir du dîner est arrivé, et je me suis rendu au Country Club avec le mélange familier d'obligation et d'appréhension. La salle à manger était élégante comme toujours, avec des nappes blanches impeccables et la douce lueur des bougies créant une atmosphère de confort raffiné. Mon père et Brenda étaient déjà là, ainsi que leurs amis, les et les porteurs, des couples de sexagénaires qui connaissaient notre famille depuis des années. J'ai repéré Vanessa de l'autre côté de la pièce, animée en conversation avec Madame Porter. En m'approchant, j'ai remarqué le grand sac à main Louis Vuitton à son bras, son motif distinctif captant la lumière. Le sac était neuf et, d'après ma connaissance de la marque, coûtait au moins $2000, bien plus que les $300 que je lui avais envoyés pour la prétendue opportunité commerciale. Mon estomac s'est noué lorsque j'ai compris. Il n'y avait pas d'événement éphémère, pas de table de vendeur, pas de plan d'affaires. L'argent avait servi à un achat de luxe alors que j'avais mangé des nouilles instantanées 3 soirs par semaine pour compenser la ponction constante sur mes finances. « Audrey, tu es enfin arrivée », a lancé mon père, désignant le siège vide à côté de lui. Nous parlions justement des projets passionnants de Vanessa pour le week-end. J'ai pris ma place, acceptant un verre de vin du serveur, ayant désespérément besoin de son effet calmant. Oui, Vanessa nous parlait de ce merveilleux voyage à Miami qu'elle fait avec ses amis, a dit Madame A, souriant chaleureusement à ma sœur. Une pause bien méritée, d'après ce que j'ai entendu. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Miami, ai-je répété, regardant directement Vanessa. Elle a évité mon regard, soudainement très intéressée par le menu du dîner. Juste un petit week-end entre filles, rien d'extraordinaire. Vanessa a trouvé une offre incroyable sur les vols, a ajouté fièrement mon père. Toujours aussi maligne quand il s'agit de trouver des opportunités. Le serveur est arrivé pour prendre nos commandes, interrompant temporairement la conversation. Je suis restée assise dans un silence stupéfait, reconstituant l'image complète. Elle, opportunité commerciale, avait été une couverture pour l'argent restant dont elle avait besoin pour des vacances, probablement prévues des semaines à l'avance. Le sac de créateur était probablement une autre folie, justifiée comme quelque chose qu'elle méritait.
Alors que les entrées arrivaient, la conversation s'est tournée vers d'autres sujets. Monsieur Porter a parlé de sa récente victoire au tournoi de golf. Brenda a partagé des histoires de son club de jardinage. Mon père a régalé tout le monde avec des anecdotes de son récent voyage d'affaires à Boston. Pendant tout ce temps, je suis restée silencieuse, une tempête se préparant derrière mon sourire poli. Audrey, tu es exceptionnellement silencieuse ce soir, a finalement noté mon père pendant le plat principal. Tout va bien au travail? Le travail va bien, ai-je répondu d'un ton égal. Je suis juste en train de traiter certaines informations. Tu travailles trop dur, a-t-il dit avec dédain. Toutes ces heures au bureau, et pourquoi? Tu dois profiter davantage de la vie, comme ta sœur. Vanessa a souri mal à l'aise, sentant peut-être ma tension croissante. En parlant de profiter de la vie, a interrompu Brenda, Vanessa, raconte à tout le monde ce nouveau studio de yoga que tu as découvert. Alors que Vanessa se lançait dans une description d'un cours de fitness hors de prix, j'ai senti ma patience s'effilocher. Chaque mot sortant de sa bouche semblait souligner la disparité dans nos vies et la façon dont notre famille nous percevait. Elle était l'esprit libre, la personne amusante, celle qui savait vivre. J'étais la bourreau de travail, la sérieuse, celle qui passait supposément à côté des plaisirs de la vie. Personne à cette table ne savait que son style de vie insouciant existait grâce à mon sacrifice. Personne ne savait que le loyer de l'appartement où elle pratiquait ses routines matinales tranquilles provenait de mes heures de travail surchargées. Personne ne savait que mes propres rêves étaient en attente pour qu'elle puisse suivre ses caprices. Le poids de cette réalité non reconnue pesait sur moi à mesure que le dîner avançait. Chaque rire, chaque signe d'approbation de mon père envers Vanessa, chaque regard dédaigneux dans ma direction, resserrait le nœud de ressentiment dans ma poitrine. Au moment où les cartes des desserts ont été présentées, je ne tenais plus qu'à un fil de sang-froid. Puis est venu le commentaire qui allait finalement faire casser ce fil. Je pense prendre un cours de poterie cet été, a annoncé Vanessa alors que nous considérions les options de dessert. J'ai toujours voulu essayer, et il y a ce studio incroyable à Buckthorn. Ça semble merveilleux, ma chérie, a rayonné mon père. C'est bien d'explorer ton côté créatif. C'est un peu cher, a admis Vanessa, enroulant ses cheveux comme elle le faisait toujours avant une demande. Mais je pense que ce serait vraiment épanouissant. Ça vaut chaque centime pour quelque chose qui nourrit ton âme, a convenu Brenda. La vie est trop courte pour ne pas poursuivre ses passions. J'ai pris une longue gorgée d'eau, essayant de calmer la chaleur qui montait dans ma poitrine. Le cours de poterie était clairement la prochaine chose qu'elle s'attendait à ce que je finance, après le loyer, après elle, opportunité commerciale, qui s'est transformée en voyage à Miami, après 2 ans de soutien financier constant. Et toi, Audrey, a demandé gentiment Madame Porter, remarquant peut-être mon malaise. As-tu des projets pour l'été? Avant que je puisse répondre, mon père est intervenu. Audrey n'a pas le temps pour les passe-temps ou les vacances. Trop occupée à gravir les échelons de l'entreprise. En fait, j'ai dû annuler mes projets de suivre des cours de 3e cycle cet été, ai-je dit doucement. Contrainte budgétaire. C'est le problème de votre génération, a commenté Monsieur Hay, trop axé sur les diplômes et pas assez sur les expériences. Ou peut-être que certains d'entre nous ont des priorités et des responsabilités différentes, ai-je rétorqué, incapable de dissimuler le ton tranchant de ma voix. Mon père a froncé les sourcils. Il n'y a pas besoin d'être sur la défensive, Audrey. Howard ne fait que discuter. Je ne suis pas sur la défensive. J'énonce un fait. Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire, a dit mon père, sa voix s'élevant légèrement. Ta sœur accepte les commentaires constructifs sans broncher. Toi, tu dois toujours argumenter et rendre les choses difficiles. Un silence inconfortable s'est abattu sur la table. Même les et les porteurs semblaient sentir qu'ils avaient mis le pied dans une tension familiale. Je ne rends pas les choses difficiles, ai-je dit d'un ton égal. J'ai des circonstances différentes. Quelles circonstances différentes, s'est moqué mon père. Tu gagnes 2 fois plus que ta sœur. Tu vis seul sans personne à charge. Tu devrais avoir plein de revenus disponibles pour les choses que tu aimes. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. Le mur que j'avais soigneusement construit autour de mon ressentiment a commencé à s'effriter. 2 ans de silence, de complaisance, d'être le distributeur de billets familial tout en étant qualifié d'égoïste, sont soudain devenus insupportables. Tu n'as aucune idée de ma situation financière, ai-je dit, ma voix étonnamment calme malgré l'émotion qui bouillonnait en moi.
Je sais que tu réussis bien dans ta carrière, a-t-il balayé. Et je sais que tu choisis de tout dépenser pour toi-même pendant que ta sœur peine à joindre les deux bouts. L'injustice de son évaluation m'a frappé comme un coup physique. J'ai regardé autour de la table ces personnes qui avaient complètement mal interprété ma vie et mon caractère et j'ai décidé que la vérité ne pouvait plus rester cachée. Papa, ai-je dit, posant ma serviette à côté de mon assiette. Quand as-tu aidé Vanessa financièrement pour la dernière fois? Il a cligné des yeux, surpris par la question directe. Eh bien, je l'ai aidé avec la caution de son appartement quand elle a emménagé, et je l'ai emmené faire du shopping de temps en temps. Et qui penses-tu paie son loyer chaque mois? La table est devenue complètement immobile. Même le bruit de fond du country club semblait s'estomper alors que tous les yeux se tournaient vers moi. De quoi parles-tu? A demandé mon père, une confusion sincère sur son visage. Je paie le loyer de Vanessa depuis 2 ans, ai-je dit, les mots finalement libérés au grand jour. $1200 chaque mois, directement à son propriétaire. C'est pourquoi je ne peux pas me permettre des études supérieures, des vacances ou des cours de poterie. Mon père s'est tourné vers Vanessa, dont le visage avait perdu toute couleur. Est-ce que c'est vrai? Les yeux de Vanessa ont balayé la table, cherchant une issue qui n'existait pas, c'est compliqué. Audrey a proposé de m'aider temporairement quand Tyler et moi avons rompu. C'était censé être à court terme. 2 ans, ce n'est pas du court terme, ai-je dit. Et je n'ai pas proposé. Tu m'as appelé en pleurant à minuit, en disant que tu serais sans abri. Tu aurais pu dire non, a-t-elle marmonné. Oui, j'aurais pu. C'est mon erreur. Une erreur que je corrige ce soir. Je me suis retourné vers mon père, dont l'expression était passée de la confusion à l'inconfort. Alors, quand tu me traites d'égoïste parce que je ne prends pas de vacances ou que je ne poursuis pas de passe-temps, comprends que l'argent qui aurait pu aller à ces choses a servi à garder un toit sur la tête de ta fille préférée à la place. Allons, Audrey, a commencé mon père, essayant clairement de reprendre le contrôle de la situation. Il n'y a pas besoin d'être dramatique à ce sujet. La famille est de la famille. Si tu avais des difficultés financières, tu aurais dû le dire. Je n'ai pas de difficultés. Je subventionne le style de vie de quelqu'un d'autre tout en étant critiqué sur la façon dont je dépense mon propre argent. Je suis sûr que Vanessa est reconnaissante de ton aide, est intervenue Brenda, tentant d'arrondir les angles. Vanessa m'a dit il y a 3 jours qu'elle avait besoin de $300 pour une opportunité commerciale, ai-je continué, ignorant la platitude de Brenda. Cet argent est apparemment allé à son voyage à Miami ce week-end. Et à en juger par le nouveau sac Louis Vuitton, il y a eu d'autres utilisations créatives des fonds également. Le visage de Vanessa a rougi. Ce sac était un cadeau, a-t-elle dit rapidement. De qui, ai-je défié? D'un ami. Quel ami dépense des milliers en cadeaux de créateurs? La table était devenue un tribunal inconfortable, avec les et les porteurs se tortillant maladroitement sur leurs chaises, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Je pense que cette discussion de famille serait mieux poursuivie en privé, a suggéré doucement Monsieur Porter. Vous avez raison, ai-je convenu en me levant. Et je vais faire court. J'arrête de payer ton loyer, Vanessa. Tu as 30 jours pour régler tes finances comme une adulte. Le visage de mon père s'est assombri de colère. Tu ne peux pas simplement lui couper les vivres sans préavis. Où est-elle censée aller? Elle pourrait emménager avec toi et Brenda, ai-je suggéré. Reconvertir cette salle de sport en chambre. Ou elle pourrait prendre des colocataires, ou travailler à temps plein, ou n'importe laquelle des solutions qui n'impliquent pas que je sacrifie mon avenir financier. Pourquoi fais-tu ça publiquement, a exigé mon père. Est-ce une sorte de vengeance? Non, papa. C'est moi qui prends enfin ma défense après des années à être traité d'égoïste par des gens qui n'ont aucune idée de ce à quoi j'ai renoncé. Tu voulais savoir pourquoi je ne prends pas de vacances ou ne poursuis pas de passe-temps. Maintenant, tu le sais. Sur ce, j'ai pris mon sac à main et me suis préparé à partir. Alors, tu vas juste lâcher cette bombe et t'en aller, a crié mon père après moi. C'est pour ça que les gens te trouvent difficile, Audrey. Tu dois toujours faire une scène au lieu de gérer les choses avec maturité, comme ta sœur. Je me suis retourné une dernière fois, scrutant la table, les visages choqués des invités, le sourire crispé et inconfortable de Brenda, les yeux larmoyants de Vanessa calculant déjà son prochain coup, et mon père, me présentant encore d'une manière ou d'une autre comme la méchante dans une histoire où j'avais silencieusement sauvé tout le monde pendant des années.
Je gère les choses avec exactement la maturité qu'elles méritent, ai-je dit calmement. Profitez bien de votre dessert. Je vais me raccompagner. Le son de mes talons sur le parquet a résonné dans la salle à manger alors que je m'éloignais, laissant derrière moi le poids des attentes et de l'obligation que j'avais portées pendant trop longtemps. Pour la première fois depuis des années, malgré la confrontation et ses retombées inévitables, j'ai ressenti quelque chose de proche de la liberté. Le trajet de retour du country club était surréaliste. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mais à l'intérieur, je ressentais un étrange mélange de terreur et de libération. Des années de dynamique familiale soigneusement entretenue venaient d'être pulvérisées à une table de restaurant chic, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai à peine franchi la porte de mon appartement que mon téléphone a explosé de notifications, 3 appels manqués de mon père, 5 de Vanessa, et un SMS de ma mère demandant ce qui s'était passé. Les nouvelles voyageaient vite dans notre cercle familial. J'ai mis mon téléphone en silencieux et me suis versé un verre de vin, les mains tremblant encore légèrement. Puis j'ai appelé la seule personne que je savais capable de comprendre. Je l'ai fait, ai-je dit à Derek quand il a répondu. J'ai dit à tout le monde la vérité sur le loyer de Vanessa. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé prudemment. À peu près aussi bien qu'une explosion nucléaire. Je peux venir? Je ne veux pas être seul en ce moment. 30 minutes plus tard, j'étais assise sur le canapé de Derek, racontant chaque détail atroce de la confrontation du dîner. Il a écouté sans interruption, me serrant parfois la main en signe de soutien. Je suis fier de toi, a-t-il dit quand j'ai fini. Il a fallu un courage incroyable pour te défendre comme ça. Ça ne ressemble pas à du courage, ai-je admis. J'ai l'impression d'avoir juste détruit ma famille. Tu n'as rien détruit. Tu as juste cessé de prétendre que la situation existante était acceptable. Mon téléphone a de nouveau vibré, et j'ai baissé les yeux pour voir un SMS de mon père. Ton comportement ce soir était inexcusable. Tu as embarrassé cette famille devant mes amis. Nous devons parler demain, quand tu te seras calmé et que tu pourras être raisonnable. J'ai montré le message à Derek, et il a secoué la tête. Il ramène encore tout à lui, je vois. C'est sa spécialité, ai-je soupiré. J'ai complètement éteint mon téléphone et passé la nuit chez Derek, reconnaissante de la distance physique avec la tempête que j'avais créée. Le matin est arrivé trop vite, et avec lui, la réalité que je devrais faire face aux conséquences de ma révélation. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone vers midi le lendemain, le barrage a été immédiat, 14 appels manqués, 23 messages textes, et plusieurs messages vocaux exigeant mon attention. Les textes de Vanessa allaient de la colère, comment as-tu pu m'humilier comme ça, au désespoir, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons trouver une solution, à la manipulation, je suppose que tu ne t'es jamais vraiment soucié de moi. Ma mère, qui n'était pas au dîner mais avait clairement reçu plusieurs versions de ce qui s'était passé, a envoyé un message typiquement conflictuel, je comprends que tu as aidé ta sœur plus que quiconque ne le savait, mais l'embarrasser publiquement, elle est ton père, n'était pas la solution. Pouvons-nous parler de trouver une solution qui convienne à tout le monde? Le message le plus surprenant venait de Brenda, la femme de mon père. Je n'avais aucune idée que tu soutenais Vanessa financièrement. Bien que la table du dîner n'était pas l'endroit pour cette conversation, je respecte le fait que tu aies porté un fardeau seul. Ton père est très contrarié, mais je pense que tout le monde doit reconnaître ta version de cette situation. C'était la première fois que Brenda montrait la moindre compréhension de mon point de vue, et malgré tout, j'ai ressenti une petite lueur d'espoir qu'au moins une personne dans la famille soit capable de voir au-delà du récit établi. J'ai d'abord appelé ma mère, pensant qu'elle serait la partie la plus neutre. La conversation a été difficile mais pas hostile. Elle a admis qu'elle avait soupçonné que Vanessa recevait de l'aide de quelqu'un mais avait supposé que c'était notre père. Tu aurais dû me le dire, a-t-elle dit. J'aurais pu aider à régler cette situation avant qu'elle n'explose. L'aurais-tu fait, ai-je demandé honnêtement. Ou aurais-tu essayé de me convaincre de continuer à l'aider, pour maintenir la paix comme toujours? Son silence était une réponse suffisante. Le lundi matin, je devais retourner au travail et affronter le monde réel malgré le drame familial en cours. Je m'étais à peine installé à mon bureau que la réceptionniste m'a appelé pour m'informer que ma sœur était dans le hall, insistant pour me voir. Dites-lui que je suis en réunion, ai-je dit, pas prête pour une autre confrontation émotionnelle. 10 minutes plus tard, ma ligne directe a sonné. Votre sœur fait une scène dans le hall, a dit la réceptionniste, d'une voix tendue. Elle pleure et dit qu'elle ne partira pas tant que vous ne lui aurez pas parlé.
C'était du Vanessa tout craché, créer un spectacle public pour me forcer à obtempérer. Autrefois, j'aurais cédé immédiatement, me précipitant pour l'apaiser. Cette fois, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai pesé mes options. S'il vous plaît, demandez à la sécurité de l'escorter dehors si elle ne part pas volontairement, ai-je dit fermement, et faites-lui savoir que je l'appellerai après les heures de travail. Cela semblait dur mais nécessaire. Pendant trop longtemps, j'avais permis aux urgences de Vanessa de dicter mes réponses, perturbant mon travail et ma vie. Ces jours étaient révolus. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Vanessa comme promis, me préparant à la manipulation émotionnelle que je savais venir. Comment as-tu pu faire en sorte que la sécurité me fasse sortir, a-t-elle exigé immédiatement. Je suis ta sœur. Tu ne peux pas débarquer à mon lieu de travail et faire une scène, ai-je répondu calmement. C'est une limite que j'établis dès maintenant. Je n'aurais pas eu à venir si tu avais répondu à ton téléphone. Je suis en crise, Audrey. Que suis-je censé faire pour mon appartement? Je ne peux pas me permettre $1200 par mois seul. Je sais, ai-je reconnu. C'est pourquoi je te donne un préavis de 30 jours au lieu de te couper les vivres immédiatement. Tu as des options, Vanessa. Tu peux trouver des colocataires, déménager dans un quartier moins cher, ou augmenter tes heures de travail. Beaucoup de gens vivent à Chicago avec tes revenus. Ce ne sont pas de vraies options. Tu sais que je ne peux pas vivre avec des inconnus, et je dois être dans ce quartier pour mes relations sociales et mes opportunités de carrière potentielles. La conversation a tourné en rond, Vanessa alternant entre la colère, les supplications, la culpabilisation et finalement, quand rien d'autre ne fonctionnait, de vagues menaces. Papa est furieux contre toi, a-t-elle dit. Il dit que tu as toujours été jalouse de notre relation, et que c'est ta façon de nous punir tous les deux. C'est son interprétation, ai-je répondu, refusant de mordre à l'hameçon. Ma décision concerne mes limites financières, pas une punition. Après une heure épuisante, j'ai mis fin à l'appel sans rien avoir résolu, si ce n'est ma propre détermination à rester ferme. Le lendemain, mon père a appelé ma ligne de bureau, sachant que je répondrais probablement à un appel pendant les heures de travail. Nous devons discuter de cette situation comme des adultes, a-t-il commencé sans préambule. Ta sœur est désemparée. Je suis heureuse d'en discuter, ai-je accepté. Mais ma décision est finale. Je ne peux pas continuer à payer son loyer. Cette coupure soudaine est vindicative, et tu le sais, a-t-il dit. Si tu avais des difficultés financières, tu aurais dû le dire plus tôt au lieu de créer cette scène dramatique. Je n'ai pas de difficultés. Je choisis d'allouer mon argent différemment, pour mes propres objectifs et mon avenir. Il a soupiré lourdement. Et qu'en est-il de l'avenir de ta sœur? As-tu pensé à comment cela l'affecte? As-tu pensé à comment la soutenir complètement pendant 2 ans a affecté le mien, ai-je répliqué. C'était ton choix, a-t-il dit avec dédain. Personne ne t'a forcé à payer son loyer. Et maintenant, c'est mon choix d'arrêter, tout comme c'est ton choix de l'aider toi-même. Il y a eu une pause révélatrice. Nos circonstances sont différentes. Brenda et moi devons penser à notre retraite. Moi aussi, ai-je souligné, et contrairement à toi, je n'ai que la trentaine. Je n'ai même pas pu commencer à épargner correctement pour la mienne parce que je subventionnais Vanessa. La conversation s'est détériorée à partir de là, mon père suggérant finalement un compromis où je continuerais à payer la moitié du loyer de Vanessa indéfiniment. Quand j'ai refusé, il m'a accusé d'être têtu et déraisonnable, tout comme il l'avait fait tout au long de mon enfance. Les semaines suivantes ont apporté d'autres confrontations et tentatives de manipulation. Ma tante m'a appelé pour me dire à quel point elle était déçue de mon manque de loyauté familiale. Mon oncle a suggéré que je surréagissais à une petite aide financière entre sœurs. Même ma mère, après avoir semblé comprendre au début, a commencé à me presser de trouver un terrain d'entente qui impliquait inévitablement que je continue à soutenir Vanessa d'une manière ou d'une autre. Malgré tout, j'ai maintenu la limite que j'avais fixée. Avec le soutien de Derek et plusieurs séances d'urgence avec mon thérapeute, j'ai traversé la tempête émotionnelle d'être la méchante dans le récit de ma famille. 3 semaines après la confrontation au country club, Vanessa s'est présentée à mon appartement un dimanche après-midi. Son apparence était inhabituellement sobre, ses vêtements de créateur remplacés par un simple jean et un t-shirt, son maquillage habituellement parfait, minimal. « On peut parler ?» a-t-elle demandé quand j'ai ouvert la porte. Vraiment parler, pas se battre? Je l'ai laissé entrer avec prudence, me préparant à une autre tentative de manipulation.
Mais alors que nous étions assises l'une en face de l'autre à ma petite table à manger, j'ai vu quelque chose dans son expression que j'avais rarement vu auparavant, une vulnérabilité sincère. « J'ai été horrible avec toi », a-t-elle dit doucement. Je savais que ce que je faisais était mal, profiter de ton aide mois après mois. Mais c'était si facile de laisser les choses continuer. Je suis restée silencieuse, attendant la suite, la demande qui suivait inévitablement ces rares moments de prise de conscience. J'ai trouvé une colocation à Ravenswood, a-t-elle continué. 3 filles dans un loft aménagé. Le loyer serait de 8 cents par mois pour ma part. Je peux réellement me le permettre avec mon travail actuel si je prends plus d'heures. Ça semble être une bonne solution, ai-je dit avec précaution. Je voulais aussi te dire que je suis désolé. Pas seulement pour l'argent, mais pour avoir laissé papa penser que tu étais l'égoïste toutes ces années alors que c'était moi qui prenais et prenais. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais pour une fois, elle semblait sincère plutôt que tactique. C'était plus facile de le laisser me voir comme celle qui avait des difficultés et qui avait besoin de protection. Pour la première fois dans notre relation d'adulte, nous avons eu une conversation qui semblait honnête. Vanessa a admis qu'elle avait développé un schéma d'impuissance apprise qui la servait dans notre dynamique familiale. J'ai reconnu que ma complaisance avait contribué au problème, découlant de mon propre besoin d'approbation et de ma peur du conflit. Je t'aime, lui ai-je dit. Cela n'a jamais été remis en question, mais notre relation doit changer si elle veut survivre. Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. Je sais. J'essaie de changer aussi. Tout ça a été un électrochoc. Alors qu'elle partait, promettant de me tenir au courant de son déménagement, je me suis senti prudemment optimiste. Peut-être que cette crise mènerait finalement à quelque chose de plus sain entre nous. Seul le temps dirait si la nouvelle prise de conscience de Vanessa se traduirait par un changement durable, mais c'était un début. 1 mois après la confrontation au country club, le paysage de mes relations familiales avait radicalement changé. L'explosion initiale s'était calmée pour laisser place à une nouvelle réalité précaire, avec des limites testées et redéfinies quotidiennement. Fidèle à sa parole, Vanessa avait emménagé dans le loft de Ravenswood avec des colocataires. L'appartement était plus petit que son ancien logement, le quartier moins branché, mais il était dans son budget réel. Elle avait augmenté ses heures à la boutique et pris des services le week-end dans un café local pour compléter ses revenus. En fait, ce n'est pas aussi terrible que je le pensais, a-t-elle admis lors d'un de nos appels téléphoniques désormais hebdomadaires. Mes colocataires sont plutôt sympas, et j'avais oublié à quel point j'aimais préparer des cafés. En plus, les pourboires sont corrects. J'avais maintenu ma limite concernant le soutien financier, bien que je l'ai aidé à déménager et lui ai acheté un cadeau de pendaison de crémaillère, des actes de soutien fraternel petits et normaux plutôt que de prendre en charge ses responsabilités d'adulte. Ma relation avec mon père est restée tendue mais évoluait lentement. Après plusieurs semaines de contacts minimaux, il avait appelé avec ce qui passait pour des excuses dans son monde. J'ai peut-être mal compris certains aspects de ta relation financière avec ta sœur, a-t-il dit avec raideur. Bien que je pense toujours que la façon dont tu as géré la situation était inappropriée, je reconnais que tu étais sous une pression dont je n'étais pas conscient. Venant de mon père, c'était l'équivalent d'un profond mea culpa. Je l'ai accepté comme la branche d'olivier qu'il était censé être. J'apprécie, papa. J'aurais pu gérer ça différemment aussi. Nous avons commencé à reconstruire notre relation avec de prudentes petites conversations sur des sujets neutres, évitant soigneusement les champs de mine des dynamiques familiales et des attentes financières. C'était un progrès, même s'il était imparfait. Le développement le plus surprenant est venu de ma mère. Après des années de pacification et d'évitement des conflits, elle avait apparemment fait son propre examen de conscience. J'ai permis une grande partie du favoritisme quand vous étiez petite, m'a-t-elle dit lors d'un déjeuner que nous avons partagé près de son bureau. Je pensais te protéger en t'apprenant à être indépendante, mais en réalité, j'évitais simplement les conversations difficiles avec ton père sur la façon dont il vous traitait différemment. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi reconnais-tu cela après toutes ces années? Parce que j'ai vu où cela a mené, a-t-elle dit simplement. Toi portant cet énorme fardeau financier seul tout en étant toujours qualifié d'égoïste. Cela m'a fait réaliser à quel point nos schémas familiaux ont fait des dégâts. Ces conversations avec les membres de ma famille étaient curatives mais aussi épuisantes. Je me suis retrouvé à me recentrer sur moi-même, à reconstruire les parties de ma vie qui avaient été négligées pendant mes années de soutien à Vanessa. Avec les $1 200 restants maintenant dans mon budget mensuel, je me suis inscrite au programme de 3e cycle que j'avais reporté.
Les cours du soir en stratégie marketing avancée et en analyse numérique étaient stimulants et vivifiants, me mettant en contact avec des professionnels partageant les mêmes idées et ouvrant de nouvelles possibilités pour ma trajectoire de carrière. J'ai également commencé à travailler avec un conseiller financier pour créer un plan réaliste pour acheter mon propre appartement dans l'année à venir. Après des années à voir mes économies stagner, c'était stimulant de voir les chiffres évoluer dans la bonne direction chaque mois. Ma relation avec Derek s'est également approfondie. Sans le stress constant de mes obligations familiales et de la pression financière, j'avais plus d'énergie émotionnelle à investir dans notre couple. Nous avons fait le week-end que nous avions reporté pendant des mois, une simple escapade dans un chalet au bord d'un lac dans le Wisconsin, où nous avons fait de la randonnée, cuisiné ensemble et nous sommes reconnectés. Tu sembles plus légère, a-t-il observé alors que nous étions assis près du feu un soir. Même quand tu souris, ça atteint tes yeux maintenant. Je me sens plus légère, ai-je admis. Je n'avais pas réalisé à quel point il fallait d'énergie pour maintenir cette situation jusqu'à ce que j'en sois libéré. Le véritable test de la nouvelle dynamique de notre famille est arrivé 2 mois après la confrontation, lorsque mon père a suggéré de reprendre la tradition d'un dîner de famille. L'invitation mentionnait spécifiquement un « nouveau départ et aller de l'avant ensemble », indiquant au moins une certaine reconnaissance que les anciens schémas devaient changer. J'ai accepté avec appréhension, suggérant de nous retrouver dans un restaurant neutre plutôt qu'au country club avec ses souvenirs chargés. À ma grande surprise, mon père a accepté cette modification sans discuter, un signe petit mais significatif de sa volonté de s'adapter. Le dîner lui-même a été maladroit mais pas désastreux. Mon père, Brenda, Vanessa, ma mère, Derek et moi étions assis autour d'une table dans un restaurant italien du centre-ville, naviguant prudemment dans la conversation comme des personnes à un premier rendez-vous plutôt qu'une famille avec des décennies d'histoire. Vanessa a parlé de son nouvel appartement et de ses responsabilités accrues au travail avec une fierté que j'avais rarement entendue de sa part auparavant. Mon directeur me forme sur le système d'inventaire, a-t-elle dit. Si les choses se passent bien, il pourrait y avoir un poste de directeur adjoint qui s'ouvre à l'automne. C'est merveilleux, ma chérie, a dit ma mère chaleureusement. Tu sembles vraiment investie dans ce travail. Je le suis, a dit Vanessa, puis a ajouté avec un regard vers moi, il s'avère que j'aime bien avoir de la structure et des responsabilités. Qui l'eût cru? Mon père était plus silencieux que d'habitude, écoutant plus qu'il ne dominait la conversation. Quand l'addition est arrivée, il a insisté pour payer pour tout le monde, un geste familier de contrôle par la générosité. Mais ensuite, il a fait quelque chose d'inédit. Audrey, a-t-il dit en se tournant vers moi. Je veux en savoir plus sur ce programme de 3e cycle que tu as commencé. Ça ressemble exactement au genre de démarche stratégique qui t'a rendu si performante dans ta carrière. C'était un petit moment, mais significatif, une reconnaissance de mes choix et de mon parcours qui avait été rare dans nos interactions familiales. Je me suis surprise à parler de mes cours et de mes objectifs professionnels avec un enthousiasme qui m'a surprise moi-même, et encore plus surprenant, mon père a écouté avec ce qui semblait être un intérêt sincère. Après le dîner, alors que nous nous disions au revoir sur le trottoir, mon père m'a prise à part. Je veux que tu saches, a-t-il dit maladroitement, que j'ai réfléchi à la façon dont je vous ai traité différemment, ta sœur et toi, au fil des ans. J'ai attendu, ne voulant pas interrompre ce qui semblait être une confession difficile pour lui. Je n'ai peut-être pas toujours été juste, a-t-il continué. Ta sœur et moi sommes similaires à certains égards, et peut-être que cela m'a rendu plus facile de la comprendre et de la soutenir, mais cela ne signifie pas que j'accorde moins de valeur à tes accomplissements. Ce n'étaient pas des excuses parfaites. Cela ne reconnaissait pas les années de favoritisme ou le fardeau injuste que j'avais porté, mais c'était un début, une fissure dans le mur des dynamiques familiales qui avaient semblé impénétrables pendant si longtemps. Merci de dire ça, ai-je répondu simplement. Ça signifie beaucoup de l'entendre. Alors que Derek et moi marchions vers notre voiture après, il m'a serré la main. Des petits pas, a-t-il dit. Des petits pas, ai-je convenu. Les semaines suivantes ont apporté d'autres changements petits mais significatifs. Vanessa a appelé une fois pour demander conseil sur la gestion d'un client difficile plutôt que de demander de l'argent. Mon père a envoyé un article sur les tendances du marketing avec une note disant « J'ai pensé que tu pourrais trouver ça intéressant pour tes études ». Ma mère m'a invité à déjeuner régulièrement, s'efforçant de me poser des questions sur mes objectifs et mes rêves plutôt que de se contenter de gérer les crises familiales. 3 mois après la confrontation, Vanessa m'a invité à son nouvel appartement pour dîner avec ses colocataires. L'espace était modeste mais charmant, décoré avec créativité plutôt qu'avec des marques chères.
Elle avait préparé un plat de pâtes simple, admettant en riant qu'elle apprenait encore à cuisiner avec un budget limité. Je voulais que tu vois que je m'en sors vraiment bien, a-t-elle dit alors que nous étions assises sur son petit balcon après le dîner. Je sais que tu t'es probablement inquiété que je m'effondre sans ton aide. Je me suis inquiété, ai-je admis. Je suis fier de la façon dont tu as géré ce changement. Elle a fait tourner son verre de vin pensivement. Tu sais ce qui est bizarre? Je me sens mieux dans ma peau maintenant. Quand tu payais pour tout, il y avait toujours cette voix dans ma tête qui disait que j'étais une ratée incapable de gérer la vie d'adulte. Maintenant je sais que je peux le faire, même si ce n'est pas aussi chic qu'avant. Cette conversation a marqué un tournant dans notre relation de sœurs. La dynamique passait de complaisante assistée à quelque chose de plus équilibré et sain. Nous trouvions notre voie pour être des sœurs qui se soutenaient émotionnellement sans enchevêtrement financier malsain. Au bout de 6 mois, de nombreux changements s'étaient solidifiés en de nouveaux schémas. Vanessa avait reçu la promotion de directrice adjointe et avait déménagé dans un appartement légèrement meilleur, toujours avec des colocataires mais dans un quartier qu'elle préférait. Elle demandait occasionnellement de petits prêts pour des raisons spécifiques, qu'elle remboursait maintenant systématiquement à temps. Mes cours de 3e cycle se passaient bien, un professeur m'ayant suggéré d'envisager d'enseigner en tant que vacataire après avoir obtenu mon diplôme. Derek et moi avions commencé à discuter sérieusement de notre avenir ensemble, y compris de la possibilité de nous marier et de combiner nos ressources financières pour des objectifs communs. Le changement le plus profond, cependant, était interne. Le poids du ressentiment que j'avais porté pendant des années s'était allégé, remplacé par un sentiment d'autonomie sur ma propre vie et mes choix. Je ne me sentais plus défini par mon rôle de la responsable, du distributeur de billets familial ou de la sœur prétendument égoïste. J'étais simplement Audrey, une femme avec ses propres rêves, ses limites, et oui, sa générosité, exprimée selon mes propres termes plutôt qu'extorquée par obligation. Quand mon père a appelé pour inviter tout le monde au country club pour son dîner d'anniversaire, j'ai pu accepter sans le nœud d'appréhension qui aurait accompagné une telle invitation par le passé. Quoi qu'il arrive, je savais que je pourrais le gérer avec la force nouvelle qui vient du fait de vivre sa vérité. En repensant à cette nuit au country club, quand j'ai finalement dit ma vérité, je réalise que ce n'était pas seulement une question d'argent. Les $1 200 que j'envoyais chaque mois au propriétaire de Vanessa étaient le symbole de quelque chose de beaucoup plus profond, ma volonté de sacrifier mes propres besoins pour maintenir une dynamique familiale qui me faisait du mal. Le voyage du ressentiment à l'émancipation ne s'est pas produit en un seul moment dramatique, même si cela peut paraître ainsi de l'extérieur. Il a commencé par de petites reconnaissances, des moments de clarté favorisés par des personnes comme Derek et mon thérapeute qui pouvaient voir ce que je ne pouvais pas voir, que je mérite de prioriser mon propre bien-être. La liberté financière a créé l'espace pour la liberté émotionnelle. Une fois que j'ai repris le contrôle de mes ressources, d'autres formes d'affirmation de soi sont devenues possibles. Je pouvais dire non sans culpabilité. Je pouvais exprimer mes besoins sans m'excuser. Je pouvais exister dans ma famille comme une personne à part entière plutôt qu'un personnage secondaire dans l'histoire de tout le monde. Ma relation avec ma famille aujourd'hui n'est pas parfaite, mais elle est honnête d'une manière qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Mon père et moi avons développé un respect prudent l'un pour l'autre. Il ne me comprendra peut-être jamais pleinement ou ne me donnera jamais l'approbation inconditionnelle que je désirais autrefois, mais il a appris à respecter mes limites, et j'ai appris que son approbation n'est pas nécessaire à mon bonheur. Vanessa et moi construisons une relation de sœurs plus saine, basée sur le soutien mutuel plutôt que sur la dépendance. Elle a encore parfois des difficultés avec la gestion financière, mais elle fait face aux conséquences de ses choix plutôt que d'attendre d'être secourue. En retour, j'ai appris à offrir des conseils sans contrôle, à prendre soin sans complaisance. Peut-être que la leçon la plus importante de cette expérience est que le comportement de complaisance nuit aux deux personnes impliquées. Quand je payais le loyer de Vanessa mois après mois sans attente ni limite, je ne l'aidais pas à devenir une adulte capable et indépendante. Je la maintenais piégée dans un cycle de dépendance tout en devenant moi-même de plus en plus pleine de ressentiment. La véritable générosité inclut le respect de soi. Pendant trop longtemps, j'ai assimilé le fait d'être une bonne sœur, une bonne fille, au sacrifice de mes propres besoins. Je comprends maintenant que des relations saines nécessitent des limites saines. Prendre soin des autres ne devrait pas se faire au détriment de prendre soin de soi. La paix qui découle d'une vie authentique vaut l'inconfort temporaire de dire des vérités difficiles. Pendant des années, j'ai évité les conflits en soutenant silencieusement Vanessa tout en acceptant la caractérisation injuste de ma famille me qualifiant d'égoïste. La confrontation au country club a été douloureuse et compliquée,
mais elle a ouvert la voie à des relations plus honnêtes pour tous. Aujourd'hui, mes interactions familiales sont plus vraies, même si parfois plus difficiles. Nous ne prétendons plus que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Nous reconnaissons les différences et les désaccords plutôt que de les balayer sous le tapis. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est réel d'une manière que notre dynamique précédente ne l'a jamais été. Alors que je regarde vers l'avenir, je suis pleine d'espoir quant à la poursuite de la construction de relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur des rôles et des attentes dépassées. Le diplôme de 3e cycle que je suis maintenant en mesure de poursuivre ouvrira de nouvelles opportunités de carrière. Les économies que je constitue créeront des options pour le logement et, éventuellement, la retraite. Les compétences en communication honnête que j'ai développées me serviront dans toutes les relations, personnelles et professionnelles. Dire sa vérité peut réduire une pièce au silence. Mais dans ce silence, quelque chose de nouveau a l'espace de grandir. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de briser un schéma dysfonctionnel, même lorsque cela ressemble à briser une tradition familiale. Avez-vous déjà eu à fixer une limite difficile avec des membres de votre famille qui ne comprenaient pas votre point de vue? Comment avez-vous trouvé le courage de vous affirmer dans une situation où l'on abusait de votre générosité? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres expériences de vie authentiques. Rappelez-vous, établir des limites saines n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour que de véritables relations s'épanouissent. Merci d'avoir écouté mon histoire, et je vous souhaite la force d'honorer votre propre vérité, même quand elle plonge la pièce dans le silence.